Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, voilà, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur le chat. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagné par Valentine qui est Bonjour tout le monde. juste à côté de moi. Mais du coup, on a mis les deux ordinateurs pour que vous puissiez bien nous voir. On va bien entendu se présenter. Vous allez en savoir plus sur Valentine et on va parler aujourd'hui de la construction d'une image de marque solide. Bon, je vois que vous êtes bien en forme dans les commentaires, donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous pouvez aussi utiliser la partie questions, c'est-à-dire que c'est là vous pouvez poser des questions, mais bon, vous pouvez aussi les poser sur le chat. On répondra directement, sachant que voilà, vu qu'on est deux en plus, il y en a un qui pourra regarder les questions sur le chat, l'autre qui pourra poser les questions, ça va être hyper interactif. Donc encore un grand coucou à tous et je vais partager mon écran puisqu'avec Valentine, on a préparé un super document. Attention, je ne suis même pas sur la bonne slide. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça c'est mieux. Tac, tac. Hop là, on est bon. Donc, la thématique du jour, construire une image de marque solide. Et on va parler storytelling et stratégie de communication pour 2025. Au sommaire, on va voir les fondements de l'image de marque, storytelling, outils de marque. On va parler de stratégie de communication pour renforcer votre marque, mesurer l'impact de votre storytelling et communication et bien entendu, les questions-réponses. Et on utilisera l'exemple de Pilotine et de voir comment ça s'est passé de l'intérieur pour que vous puissiez vous en inspirer ou pas un maximum. Mais avant tout ça, on va se présenter et on va commencer par Valentine. Valentine, qui es-tu? Dis-nous tout. Donc bonjour, je suis directrice artistique, illustratrice et lead design chez Pilotine. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai rejoint le navire et j'en suis très heureuse. Et voilà, donc petite présentation, donc citation préférée. Bah ouais, ta citation préférée. Maître Yoda de Star Wars. En gros, c'est toujours être dans l'action. On essaie de le faire un maximum chez Pilotine. On est une équipe dynamique et enthousiaste, donc c'est assez raccord avec tout ça. Et mon gâteau préféré, c'est le Concorde. Donc c'est un délicieux gâteau que ma tante s'est très bien réalisé, très sophistiqué, à base de chocolat, puisque j'adore le chocolat. Ah là là, une gourmande de chocolat. Merci Valentine. Et du coup, pour ma part, je suis Julien Deromo, donc le capitaine de Pilotine. Je cours aussi beaucoup sur route, sur la montagne et aussi je cours sur le web. Donc du coup, voilà, très passionné moi de marketing digital, d'acquisition digitale et de comment en gros, trouver des clients sur Internet. Alors, mon signe astrologique, hop, je devais le virer. Je suis pas poisson, mais du coup, je suis cancer. Et ma citation préf, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça, j'aime bien. Il y a toujours des obstacles dans la vie et du coup, il faut les passer. On apprend plein de choses, j'adore. Et mon gâteau préféré, moi, c'est la galette des rois. Donc du coup, c'est cool. Il n'y a plus que quelques mois à attendre et elle peut revenir de nouveau. Donc ça, c'est chouette. Je vais être content là, bientôt. Ok, alors on va attaquer déjà sur pourquoi parler d'image de marque. Enfin, pourquoi Valentine et moi-même sommes là aujourd'hui à vous parler d'image de marque. Alors pour deux raisons. La première, c'est parce que via Pilotine, on a vécu un vrai process, on a une vraie histoire autour de du concept, de l'image de marque, de la notoriété, tous ces éléments-là. Et donc, je vais vous partager un petit peu comment ça s'est passé. Mais surtout, le but du jeu, c'est que vous puissiez piocher là-dedans des éléments qui vont vous être utiles pour votre propre stratégie, votre propre image de marque. Et Valentine accompagne en fait nos clients à construire la même chose, donc à construire leur plateforme de marque, leur image de marque, leur identité visuelle, leur logo, leur naming et tout ça, avec son équipe chez Pilotine. Et donc, elle vous partagera aussi un peu les coulisses de comment on peut mettre ça en place pour nos clients afin que vous puissiez aussi vous en inspirer. Et puis, on vous partagera des contenus dont vous pourrez vous inspirer derrière. Alors, déjà, quand on parle d'image de marque, c'est pour éviter de commencer comme ça. Alors, en 2009, là, je remonte, j'avais 19 ans. Voilà, super article, Julien Deromo, jeune auto-entrepreneur, mais je n'avais pas grand-chose à raconter de différenciant en dehors du fait que j'avais une magnifique chemise verte, pas très jolie, par-dessus mon pull. Ouais, c'était un vert fluo dégueulasse et un ordinateur. En dehors de ça, j'avais pas de vrai positionnement, il n'y avait pas de branding, il n'y avait rien. L'entreprise s'appelait Saint-Bonnet Web parce que j'habitais à Saint-Bonnet-de-Mur. Il n'y avait rien d'original. Donc là, j'étais en auto-entrepreneur. Donc pour éviter ça, quand
quand j'ai créé l'entreprise 4 ans après, donc en 2013, avec notamment ma chérie Alix, on a creusé le sujet. Et donc, on a eu quand même 3 mois de réflexion. C'est-à-dire que trouver un nom, c'est pas de la tarte. Ouais. C'est pour ça qu'on a certains clients qui nous demandent de les accompagner parce que, en vrai, c'est pas de la tarte. Et donc, nous, on voulait, déjà, on s'était posé quelques mots-clés. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut valoriser avec tout ça? On voulait l'accompagnement, la rapidité, le service, le digital, bien entendu, parce qu'on avait monté une entreprise qui fait des sites internet, et le côté premium. Alors, les premières idées qu'on avait, donc on a brainstormé, on a cherché plein d'idées. Aujourd'hui, on peut s'aider aussi de plein d'outils comme ChatGPT et tout qui nous permettent de gagner énormément de temps. Mais à l'époque, on n'avait pas tout ça. Donc, on s'est dit, allez, 6e vitesse, pour dire, voilà, c'est la dernière vitesse sur la voiture. Eh ben, ça existait déjà. C'était déjà pris. Première pression, parce que c'est le truc nickel chrome au niveau de l'huile et tout ça. Je ne me souviens plus exactement de la signification, mais pareil, ça faisait le côté premium, c'était sympa, tout ça. Déjà pris. Kali Web. Après, on s'est dit, allez, on va prendre les trucs avec digital, avec web, on va mixer tout ça. Il y a plein de boîtes qui ont fait ça aussi. Mais bon, difficile de se positionner, difficile d'avoir un vrai branding quand on a un nom qui mixe web, digital ou je sais pas quoi. Mais bon, Kali Web, Arti Web, DigiWeb, tout ça était déjà pris. Donc déjà, foutu. Et puis, du coup, pas forcément hyper original pour le coup. Et pas très original non plus, exactement. 6e vitesse, on aurait pu être sur la thématique des voitures, tu vois. Vrai. Première pression, on aurait mis de l'huile de partout, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Non, ça, c'était foutu, là. Là, c'était foutu. Les idées suivantes, on s'est dit, allez, on va chercher n'importe où. Michel et Michel Agency, Choucroute Web, Weblib, même ça, c'était tout pris. On voulait faire Weblib, arrêter de pédaler dans la choucroute, ça aurait pu être rigolo. Donc là, on aurait mis des saucisses, de la choucroute, ça aurait été pas très clean, quoi. Ça faisait pas très premium, en tout cas. C'était déjà pris à l'INPI aussi. Donc, manque de bol. Et puis, un jour, on tombe sur Pilotine. Alors, Pilotine, pas de bol, c'est déjà pris. Pilotine, écrit I-N-E. Donc, on s'est dit, allez, on va l'américaniser un peu, on va mettre un peu d'anglais. Et là, ça fonctionne. Alors, le Pilotine, le premier, il était pris par une personne qui est auto-entrepreneur à Marseille, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais voilà ce qu'est une pilotine. La pilotine, c'est le bateau pilote qui est dans l'ensemble des ports du monde entier et qui va accompagner les gros ferries, les paquebots, les énormes yachts à accoster dans le port. En fait, c'est la seule personne, donc le petit, c'est la seule personne qui est habilitée à faire les manœuvres dans le port. Ça existe depuis très longtemps. Avant, c'était des bateaux à voile. Bien entendu, ils se sont modernisés. Maintenant, ils ont des moteurs. Et en fait, c'est une vedette aménagée. Et tous les ports de France et même à l'international ont une pilotine dans leur port, avec la capitainerie. Et là, ça a été l'accompagnement parce que c'est le petit bateau avec son pilotin qui va grimper dans le ferry pour accompagner le gros bateau. C'est rapide, c'est une vedette, ça va super vite. On met en avant le service aussi. On rend un service client parce que cette personne, elle va aider le gros bateau. Bon, alors pour le digital, c'était un peu plus dur, mais on s'est dit, le digital, c'est comme l'eau, ça bouge beaucoup, c'est comme dans la mer, ça bouge pas mal. Il faut savoir naviguer dans l'océan du digital. Exactement, il faut naviguer dans l'océan digital. Après, voilà, il manquait juste le côté premium, on va dire, c'est pas un bateau de luxe non plus. Mais bon, on l'a travaillé un petit peu derrière. On a mis quelques années, je crois, à revenir sur le côté premium chez Pilotine. Mais en tout cas, on avait nos 4 mots-clés là qui collaient bien. Une nouvelle identité. Et effectivement, Blandine, c'est super dur de trouver son nom, ça c'est sûr. Et un jour, il y a la lumière. Donc là, la lumière s'est imposée avec la Pilotine. Exactement. Mais alors, comment cette lumière s'est imposée? Eh bien, c'est grâce à Alix, du coup, mon épouse, qui est aussi associée chez Pilotine, qui en fait est corse. Et tous les étés, on va en Corse, et tous les étés, on prenait le ferry. Et à chaque fois, il y avait la pilotine. Et donc, quand à un moment, elle s'est réveillée, elle s'est dit, la pilotine, quoi. Et du coup, elle avait aussi un petit bateau en Corse. Et c'est vrai qu'il y a, voilà, elle avait, elle, le pied marin, là où moi, pas du tout. J'étais jamais monté sur un bateau de ma vie avant de rencontrer Alix. Et elle avait le pied marin. Et surtout, on avait cette pilotine qui se mettait sous notre nez tous les étés et on n'avait même pas capté, quoi. Et voilà, un jour, 3 mois après, on a trouvé ça. Tout ça pour dire qu'après, on a essayé de le décliner. Bon, c'est là où c'était les débuts. On a essayé de le décliner. Ouais, on a fait un beau dessin de bateau et on avait mis l'ensemble de l'équipe qu'on avait mis sur le bateau. Notre bureau, on appelait ça la cabine. On avait fait un joli drapeau la cabine. On avait mis, voilà, ça c'est notre premier enfant, Léo, qui était habillé 100% en marinière parce que les gens, voilà, vu qu'on était toujours habillés un peu en marin, qu'on parlait des marins, les gens nous offraient que des cadeaux marins pour notre enfant. Mais du coup, c'était super sympa. Mais du coup, les déclinaisons qu'on en faisait, c'est qu'on avait pris un super poisson rouge. Enfin, non, c'est pas un poisson, je suis un combattant. On avait pris un petit poisson, on avait fait des petits bateaux au lieu de carte de visite. Voilà, tout tourné autour de la marine. Potentiellement un petit peu trop.
On en reviendra après. Après, on a passé un petit step où on s'est dit, on commençait à avoir des salariés, tout ça, et on s'est dit même, on va participer à des régates, histoire d'aller vraiment à fond dans le concept du bateau. On prenait des photos où on avait voilà, des bars, on a rajouté des mouettes, j'avais la casquette, la marinière. Dès qu'on faisait des salons, on était avec nos marinières, avec nos casquettes de capitaine et de marin. Et voilà, donc on allait vraiment à fond dans le truc. Et au final, on s'est rendu compte qu'en allant trop à fond dans le truc, on perdait un peu le concept même de notre métier. On avait perdu le côté accompagnement, on avait perdu tout ce côté-là et on était juste sur le fun. Par contre, pour être honnête, pour lancer l'activité, ça avait bien fonctionné. C'est-à-dire que les gens nous remarquaient bien dans les salons, ils nous remarquaient bien un peu de partout. Mais à des moments, on passait aussi un petit peu pour des guignols, c'est-à-dire que le côté premium, il était un peu en décroissance. Mais voilà, vu qu'on avait une cible, on travaillait avec des TPE, des startups et tout ça, ils nous trouvaient sympa, ils nous trouvaient rigolo, et du coup, ça marchait bien. Quand on a voulu monter un cap, par contre, c'est là où ça commençait à coincer parce qu'on était les petits rigolos de la bande, et c'est là où Valentine et son équipe, ont réussi à renclencher une étape un peu plus intéressante. Si on revient sur les évolutions du logo, et je pense que c'est un petit message pour ceux qui se lancent et qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, commencez avec un logo. C'est pas très grave à la rigueur, c'est pas le plus beau logo du monde. Par contre, si vous voulez commencer avec de grandes espérances ou que vous êtes dans une refonte de votre logo, là, faites-le correctement. Mais pour se lancer au tout début, quand on n'a pas un radis, voilà, on fait un logo. Voilà, le logo, il ne casse pas trois pattes à un canard. Je l'ai fait vite fait avec Photoshop à l'époque. Derrière, il a pu évoluer. Donc, quand on démarre et qu'on n'a vraiment pas de budget et qu'on veut juste tester un concept, on peut partir avec n'importe quel logo, j'ai envie de dire, on aura le temps de le refondre derrière. Par contre, au bout d'un moment, quand on commence à être structuré et tout ça, là, ça vaut le coup de vraiment penser à cette partie-là. Donc, par exemple, en 2013, on avait un logo tout simple et notre site est franchement pas top top. Pour vous montrer, ça, c'était le site de 2013 où on était à fond dans la mer, il y avait des bateaux, on était sur l'équipage, on était tous en marinière, etc., etc. Quand on est arrivé finalement en 2017, là, on a commencé à structurer un peu plus les choses. Donc, on a commencé à équilibrer la typographie avec la police, on a commencé à éviter de mettre trop de couleurs, etc., etc. Et le plus intéressant, c'est en 2021, quand là, Valentine et son équipe ont commencé à mettre leur nez un petit peu dans notre branding, où ils se sont dit, quand même, il faudrait qu'on passe un petit step. Un petit cap. Donc ça, c'était notre ancienne charte graphique. Donc on avait fait quand même le travail d'avoir une charte graphique. Et ça, c'était notre ancien site web avant qu'on puisse passer sur le nouveau. Où là, pour le coup, je trouve, on avait le côté équipage, mais on était parti un peu en cacahuète au niveau des couleurs, tout ça. Et on avait au final perdu ce côté accompagné, enfin tous les éléments qu'on voulait valoriser. Et donc là, on arrive en 2021. Valentine, dis-nous tout. Oui, donc du coup, ce qu'on avait identifié, c'est que notre image a été manquait un peu de professionnalisme pour les clients qu'on voulait aussi attirer pour nous, quoi. Enfin, on s'était fait un peu une carte d'identité des clients idéaux qu'on voulait attirer. Et c'est vrai que ça matchait plus trop, rien que le logotype, on va dire. Il était un peu trop enfantin, par exemple, au niveau des lettrages. Les couleurs n'étaient pas forcément faciles à exploiter. Et ce dont on s'est rendu compte aussi, c'était que ça manquait de cohérence, en fait, en termes d'assets, donc les illustrations, les composants, icônes, les photos, tout ça manquait de cohérence parce que tout a été en fait construit au fil de l'eau. Et donc forcément, si on n'a pas quelque chose de clairement défini, ça manque un peu de cohérence à la fin. Donc on a travaillé donc avec Julien, enfin toute l'équipe au final a été impliquée dans ce projet de refonte. C'est toujours des projets hyper passionnants de toute manière de revoir l'identité de son agence pour réfléchir un petit peu à tout ça et amener un peu plus de maturité en fait dans l'identité de Pilotine et la rendre aussi plus facile à exploiter sur tous les supports de communication en fait. Ouais. Autre handicap qu'on avait vu à aller trop loin dans le côté marin, notamment avec ce site, c'est derrière on donnait des noms, les gens ils étaient marins, je sais pas quoi, tout ça. Et en fait on s'est rendu compte qu'en termes de référencement naturel, on commençait à disparaître de Google. C'est-à-dire qu'on nous trouvait quand on tapait capitaine, marin, bateau ou je sais pas quoi, mais plus quand on tapait site internet, agence WordPress, agence Digital Lyon. Et du coup c'est vrai qu'il fallait passer un nouveau cap, quoi. Ouais.
Tu veux que je montre la charte ou tu veux encore montrer des constats? Non, après, dans le process, c'était bien. Là, ce qu'on vous montre, en fait, c'est vraiment le le fichier de travail de l'époque qui nous a permis d'arriver à la charte graphique actuelle. Ouais, donc il y a un travail en allant chercher des pistes, des inspirations. On a travaillé effectivement sur des mots-clés qu'on voulait mettre en avant pour définir notre identité, en raccord avec des valeurs aussi qu'on avait mis sur le papier, en fait, et formalisé. Et donc, donc, ce que vous voyez là, c'est les différentes pistes qu'on a proposées à Julien et qu'on a présentées à l'ensemble de l'équipe pour arriver à ce qu'on arrive aujourd'hui. Donc, je me rappelle plus combien de temps on avait passé sur le travail de refonte. Ouais, je sais pas, un mois, 2 mois peut-être. Voilà, on avait dû passer à peu près un mois pour aboutir à quelque chose de finalement bien plus pro, bien structuré et facile à prendre en main par l'ensemble des personnes qui rejoignaient l'équipage. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est donc la charte graphique, le livrable que je suis en train de présenter. Donc c'est un document avec plein de slides qui explique comment le logo, comment on décline tout ça. Comment on l'exploite, les interdits. On a développé toute une iconographie autour de l'univers marin qui était vraiment uniforme, que maintenant vous connaissez. Si vous nous connaissez un petit peu, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux, nos communications, nos slides, notre site internet. Donc voilà. On a retravaillé aussi toute la palette colorimétrique pour avoir quelque chose de plus dynamique, mais aussi avoir une image un peu plus pro. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le shooting photo aussi, ce dont on s'est rendu compte, c'est que des petits détails tout simples. La marinière, c'est super, mais par exemple, sur une page équipe, tout le monde en marinière, c'était un peu monotone. Ouais. On est parti sur vraiment des couleurs un peu plus pétillantes pour vraiment refléter le côté dynamique, enthousiasme. Et je me souviens qu'à l'époque, tu disais aussi que tu voulais que chacun puisse un peu plus valoriser sa personnalité dans le truc, plutôt qu'on soit tous effectivement avec une ça avait marinière, un côté un peu trop uniforme, un peu trop… voilà, et c'est vrai que l'idée, c'est que chacun vient un petit peu avec sa personnalité, peut amener sa petite patte au sein de l'équipage, et donc ça reflétait un petit peu mieux ça, ce nouveau shooting corpo. Ouais, on avait fait aussi shooting d'ambiance. Il y avait une question, c'était combien de temps ça nous a pris de refaire la charte Alors, je pense qu'il y a eu 1 mois ou 2 de travail initial pour poser la charte. On avait d'ailleurs fait un atelier, on parlera aussi de l'atelier Design Thinking qu'on avait peut-être fait, mais ça a pris 1 mois ou 2, et après, c'est juste que avec cette base-là, on l'exploite régulièrement. Donc, en fait, on fait des ajouts régulièrement. On alimente régulièrement cette charte pour la faire vivre en fait dans le temps. Il y a des éléments qu'on avait dans un premier temps, et puis après on l'a étoffé avec les signatures, par exemple, on les révise tous les ans quand on veut mettre en avant certains éléments, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple, cette année, on a fait des suites personnalisées. Donc, ça fait partie des objets sur lesquels on va décliner l'identité. C'est pareil, c'est des petits cadeaux qu'on fait aussi aux membres de l'équipage lors de séminaires et des choses comme ça pour aussi renforcer un peu la cohésion au sein de l'équipe. Après, tout ce qui est, par exemple, typographie, couleur, logotype, tout ça, par exemple, c'est vraiment figé. Ça bouge plus. Figé dans le temps, c'est vraiment quelque chose. Mais après, tout ce qui est déclinaison, ça vient s'alimenter, s'étoffer dans le temps. D'ailleurs, on a remarqué que certains clients qu'on a pu accompagner sur leur plateforme de marque, leur identité et tout ça, malheureusement, des fois, ils loupent le petit côté déclinaison. C'est-à-dire qu'ils ont tous ces éléments et après, ils vont passer par quelqu'un d'autre, potentiellement, ça coûtera un petit peu moins cher pour faire le kakémono, pour faire le petit photo booth, pour faire tous ces éléments-là. Quand ils vont organiser des événements, ils vont faire leur anniversaire, ils vont fêter les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, que sais-je. Et c'est justement là où il faut être bon et repartir en général sur la charte graphique pour qu'il y ait une vraie cohérence. Sinon, ça va vraiment dénoter et ça va faire, en termes d'image de marque, on va malheureusement, de crédibilité, on va malheureusement moins bien valoriser tout le travail qui a été fait en amont. Donc, c'est hyper important de se rattacher un petit peu à ça. C'est pour ça qu'en interne, par exemple, Valentine a la casquette d'être responsable que le branding piloting soit appliqué sur l'ensemble des communications, des supports qu'on fait, afin que tout ça ait du sens. Et je pense que si vous nous suivez, vous devez voir un petit peu la qualité du suivi de ce branding et que la déclinaison est plutôt logique. Et ça demande un certain effort quand même, donc d'être bien accompagné soit en interne, soit en externe pour cette partie-là, quoi. Ok, moi je pense qu'on est pas mal sur le sujet.
Sur cette partie identité et branding aussi, moi j'aimerais reparler d'un truc qu'on a vécu en interne qui était pas mal. Alors, c'était au niveau donc on a fait un atelier de design thinking pour mettre noir sur blanc la raison d'être de Pilotine, pour mettre noir sur blanc les valeurs, le positionnement, l'offre, le storytelling, quels sont les mots qu'on utilise quand on veut parler de nous, tout ça, tout ça. Et ça, je pense que ça a été un élément assez important et structurant aussi pour la suite de l'aventure, parce que ça, pour le coup, ça a duré peut-être 2 demi-journées. On a fait 2 demi-journées là-dessus, c'était à coup de post-it, tout ça, c'était animé par Valentine et sa team. Ouais. Il y avait Estelle, il y avait Loïc et tout qui animait tout ça. Et en fait, en gros, votre boulot, ça a été de tirer les verres du nez de tout le monde, histoire de voir un peu quel est le discours commun qu'on pourrait avoir, tout ça. Et ça nous a permis après de le décliner de partout. Notre support de présentation, on a un super PowerPoint. On a pu le faire pour le livret d'accueil, on peut faire pour les onboarding, on peut faire sur tout plein de documents après. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée, quoi. Et donc là, ce dont Julien parle, en gros, c'est tous les éléments qu'on retrouve dans une plateforme de marque. Donc ça, c'est aussi un autre livrable qu'on peut faire chez Pilotine. C'est vraiment ce document qui va recenser exactement ce que Julien vient de dire. Donc c'est les valeurs, le positionnement, la raison d'être. On va avoir le tone and voice, donc vraiment le vocabulaire, la façon dont on va s'adresser à notre public, les do's and don'ts aussi, c'est tout ce qu'on peut faire ou ne pas faire en termes de communication. Donc vraiment, c'est la sève en fait de notre discours en fait auprès de notre public. Ce qu'on fait aussi dans le cadre de ces ateliers donc de co-conception, c'est qu'on va aussi travailler des personas. Donc, les personas, c'est des cibles, mais qui sont vraiment beaucoup plus, on va dire, détaillées, qui permettent d'avoir une vision très claire à qui on s'adresse et pour pouvoir, en fait, proposer, adapter notre discours, en fait, pour être sûr qu'on va toucher ces personnes-là. Donc, on s'est fait une carte d'identité des personas, des personnes qui s'adressent à Pilotine et auxquelles on a envie de s'adresser nous aussi. C'est aussi de choisir ses cibles pour pouvoir aligner en fait tout ça et avoir de la cohérence dans notre discours, dans notre façon de communiquer, dans notre façon de nous montrer aussi. Donc voilà. Donc cette plateforme de marque, c'est aussi une guideline au même titre que la charte graphique qui vraiment reflète l'identité d'une marque de façon visuelle. La plateforme de marque, elle est plus sur la partie stratégique, marketing, positionnement, et elle recense tout ça. Et c'est un outil qu'on peut soit partager au grand public si on est hyper transparent, il n'y a aucun souci, il y a pas mal de marques qui le font, soit qui est vraiment utilisé en interne et qui peut être hyper utile pour onboarder des personnes au sein de votre équipe, pour qu'elles comprennent bien comment elles peuvent communiquer avec vos clients, comment le faire, quels sont les mots-clés qu'elles doivent inclure dans leur vocabulaire pour avoir un langage commun pour parler de votre entreprise, etc. etc. Mais d'ailleurs, on avait une petite slide qui parlait, je crois, de la plateforme de marque, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'était celle-là, non? Stratégie de marque, voilà, c'est ça. Et on avait un exemple de plateforme de marque ici qu'on pouvait montrer. On va regarder et effectivement, ça permet de pouvoir, là par exemple, c'est la plateforme de marque de Gestitude pour qui on a travaillé et qui va présenter l'offre, la vision, les missions, la signature, le manifeste, la tonalité, les do et don'ts, ce dont tu parlais, les éléments de langage et nuages de mots. Et donc du coup, ça permet vraiment d'avoir pas mal d'informations qui vont être utiles pour l'ensemble des déclinaisons qu'on va avoir derrière. Donc, notamment après, si vous travaillez avec un nouveau prestataire, vous pouvez lui envoyer ça et la personne va forcément travailler de manière beaucoup plus fluide parce qu'elle aura tous les infos. Manager, par exemple, si vous venez de recruter ou si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez en externe, c'est vraiment un document qui va être essentiel pour comprendre en fait comment il va devoir communiquer les valeurs de l'entreprise, comment il doit parler au nom de votre structure, quoi. Carrément. Allez, si on reprend un petit peu le déroulé pour vous donner pas mal de billes pour structurer la même chose de votre côté. Donc, on va faire un petit côté jargon de l'univers de l'identité visuelle.
On va parler logotype, identité visuelle, charte graphique, identité de marque, branding, image de marque, plateforme de marque. Mais je pense que le mieux, c'est que tu nous expliques un petit peu tout ça. En fait, là, la slide d'avant, c'était vraiment pour envoyer plein de lettres un peu déstructurées dans tous les sens. C'est juste, souvent, on se rend compte que la plupart des gens ont tendance à mélanger un petit peu ces termes et parler de quelque chose sans vraiment avoir une idée précise de ce que ça signifie derrière. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'on soit hyper explicite sur tout ça pour que vous ayez bien en tête à quoi ça correspond. Donc, le logotype, c'est vraiment la partie la plus… c'est le centre. C'est le centre, voilà, c'est la partie la plus infime. Si on devait représenter Pilotine, le logo doit pouvoir incarner un peu tout ce qu'on veut dire sur Pilotine. Donc, c'est hyper dur de le faire bien. On essaie de le faire au mieux, en tout cas avec le logo Pilotine. En général, les gens savent ce que c'est qu'un logo. Ça, pour le moment, il n'y a pas trop de problème. Quand on parle d'identité visuelle, là, on ne sait pas trop quoi mettre dedans, etc. Donc là, on parle vraiment des repères visuels qui permettent d'identifier une entreprise. Et donc, le livrable qui permet de vraiment qu'une entreprise peut vous transmettre si vous travaillez sur votre identité visuelle, c'est la charte graphique qu'on a vu tout à l'heure. On retrouve typographie, couleur, le logotype, ses déclinaisons, comment il s'applique, etc., etc. Ensuite, on a l'identité de marque. Donc là, on parle du positionnement, de l'identité vraiment au sens large de la marque. Donc, on est plus sur que les codes visuels, mais ils font partie, en fait, les codes visuels de l'identité de marque. On a aussi tout ce qui est vision, mission, les cibles, la promesse, par exemple, de l'entreprise, les valeurs, la personnalité, tout ce qui est, on retrouve, en fait, dans le livrable qu'on vous a aussi présenté, celui de Gestétude, qui est la plateforme de marque. Et donc, le branding, là, c'est vraiment un terme marketing qui permet d'englober aussi tout ça. C'est toutes les actions, en fait, qu'on va mettre en place, mettre en action pour créer une marque identifiable et reconnaissable, quoi. Voilà, un petit peu le jargon. J'espère qu'on a éclairé un peu vos esprits sur tous ces termes-là. Et que personne n'est perdu. Ouais. Parfait. Effectivement, donc on a travaillé, pareil, pour Pilotine, quand on a fait cet atelier, un peu sur ces éléments-là, en disant, voilà, le but du jeu, c'est de clarifier un peu tous ces éléments-là, histoire que tout soit clair et qu'on puisse facilement après le décliner de partout. Et donc, ça a donné ça. On a fait, par exemple, des slides qui expliquent notre raison d'être, nos valeurs, nos facteurs différenciants, notre positionnement, etc. etc. Et ça nous aide vraiment au quotidien, même à prendre des décisions stratégiques, à recruter des personnes en interne. Enfin, Julien, toi, c'est toi qui… Ça se décline maintenant, effectivement, sur nos fiches de poste, sur les objectifs des collaborateurs, sur les objectifs des pôles, sur les objectifs des collaborateurs, avec les fameux OKR, Objective Key Results. Ça va être sur le livret d'accueil, ça va être sur l'onboarding, ça va être de partout, partout. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais on a… alors, il y a Alix qui a énormément travaillé sur ce document. On a un livret d'accueil qui est vraiment bien foutu, où on retrouve du coup tous les éléments qu'il faudrait… En tout cas, qu'on pense qu'il faudrait aborder quand on intègre une nouvelle personne. Et ça fait partie aussi un peu de cette plateforme de marque. Et du coup, c'est vrai que tous ces éléments-là, on va même en parler dès la partie recrutement aux personnes. On va aller un petit peu loin et on décrit plein de choses, comment ça fonctionne, les éléments RH, la présentation des pôles, des métiers, la vision globale, etc., etc. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, on se proposait de le mettre potentiellement en marque blanche pour que ça puisse être réutilisable et que des personnes puissent s'inspirer de ce travail. Puisqu'à Alix, je pense que ça fait plusieurs années qu'elle bosse dessus et en temps cumulé, ça doit être des centaines d'heures là-dessus. Donc, si ça intéresse certaines personnes, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat, ceux qui sont chauds, et je pourrais leur envoyer dès que c'est prêt, dès qu'on l'a mis en marque blanche, que vous puissiez le réutiliser. Mais n'hésitez pas dans le chat à indiquer ou en commentaire si vous regardez en replay ce webinaire, de pouvoir l'indiquer afin que je puisse vous envoyer le lien. Mais là, il y a un gros taf et je pense que ça peut être pas mal. Comme tu le disais, c'est décliné aussi sur nos onboarding, de partout, les fiches de poste. Et au final, alors que je ne pensais pas à la base, par exemple, Valentine a énormément insisté, pour être très honnête, pour justement nous dire, allez, si, il faut le faire cet atelier, il faut qu'on se mette tous d'accord, parce qu'on voit que ça part un petit peu dans tous les sens, parce qu'à certains moments de la vie d'une entreprise,
on repart un peu dans tous les sens, on est opportuniste. Au final, de recentrer l'énergie en travaillant sur cette raison d'être, ces valeurs, ce positionnement, bah, bizarrement, toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles sont beaucoup plus simples, beaucoup plus éclairées. Elles se basent sur un truc où bah, voilà, on ne revient pas dessus et ça, c'est plutôt chouette. Moi qui suis très opportuniste, ça me permet d'énormément me cadrer, quoi. C'est ça. Ça garde de la cohérence et ça crée de l'engagement aussi pour les employés parce qu'ils comprennent un petit peu la direction de l'entreprise et aussi le fait d'avoir des valeurs qui sont clairement identifiées. Ça permet aussi à tout le monde d'y adhérer en fait et d'être accord par rapport à tout ça. Donc, ouais. Mais je me souviens d'un entretien individuel avec Valentine, je pense que c'était il y a 4 ans, où tu m'as dit, mais Julien, où est-ce que tu veux que je mette mon énergie, quoi? Je sais pas quoi faire. Tu me dis, il faut que j'aille à gauche, à droite, machin. Et à chaque fois, je disais, putain, je sais pas, il y a tout ça qui est intéressant. Et finalement, quand on a travaillé sur tous ces éléments, c'était beaucoup plus simple de dire, bah non, effectivement, c'est cette direction-là qui est la meilleure. Voici la vision, tout ça. Donc, très important de bosser là-dessus, je pense. Tu as bien fait d'insister. Allez. Voilà, en fait, ça reprend. On a déjà. En fait, là, c'est vraiment pour parler de l'expertise chez Pilotine Branding parce que vous nous avez clairement identifié pour notre expertise sur WordPress, pour la partie accompagnement et formation. Mais là, aujourd'hui, on parle un peu plus de ce qu'on fait en termes de branding. Donc, on a vu ce terme tout à l'heure ensemble. Donc nos trois, on va dire prestations chez Pilotine, c'est donc tout ce qui est stratégie de marque. On va animer ces ateliers co-construction et on va définir avec vous votre positionnement et ce qu'on propose à la fin, c'est un livrable type plateforme de marque pour recenser tout ça. Ensuite, la partie identité de marque, donc qui peut venir aussi avec la stratégie de marque. En général, quand on travaille sa stratégie, on voit un petit peu son identité visuelle avec le travail sur le logotype et donc la déclinaison de la charte qui donne un autre livrable, donc la charte graphique qu'on a eu aussi avec Pilotine. Et ensuite, ce qu'on propose au-delà de tout ça, c'est la création graphique. Voilà, c'est si on a besoin, dans le cadre d'un retravail d'identité visuelle, de shooting photo corporate, comme on a fait avec notre shooting Pilotine, de création d'illustrations sur mesure pour créer quelque chose de vraiment différenciant, d'identifiable, aligné avec votre propre identité, c'est des choses aussi qu'on propose. Du motion design aussi, c'est des choses. Mais en général, en plus, on nous sous-utilise là-dessus, je trouve. Parce que c'est souvent dans la déclinaison qu'on va faire la petite différence. Nous, maintenant, on a nos petits stickers, nos machins, tout ça. Et c'est vrai que c'est les trucs que les gens vont plus se garder et qui va vraiment valoriser toute l'image de marque. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas mal. On a un super pôle créatif, du coup, avec Valentine, Loïc, Estelle, Hugo. Il y a Thomas qui nous a rejoint aussi en septembre. Donc, si jamais vous avez n'importe quel besoin, que vous avez des questions, n'hésitez pas à, du coup, leur poser des questions. Ils sont accessibles sur LinkedIn si vous avez la moindre question aussi. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec eux, mais ils peuvent faire, du coup, de magnifiques choses. Donc, autant en profiter si jamais ils peuvent vous être utiles. Au niveau de la stratégie de marque, on en a parlé la dernière tout à l'heure, positionnement, raison d'être, plateforme de marque. On a dit que c'était très important. L'identité de marque, on en a parlé aussi, mais voilà, logo, typographie, couleur, charte graphique, ce sont des éléments importants en tout cas. Par exemple, j'ai régulièrement des prospects qui me disent « Ouais, voilà, j'aimerais faire la refonte de mon site internet. Super chouette. Pilotine, on est les experts pour ça, il n'y a pas de souci. » Et disent « Mais voilà, mais notre charte graphique, en fait, c'est un PowerPoint qu'on a ou alors juste on a fait un flyer une fois et voilà, c'est ça notre charte graphique. » Honnêtement, la faisabilité, afin de faire un bon travail vraiment qualitatif, c'est beaucoup plus dur de le faire quand on a peu de matière que quand on a une bonne charte graphique. Et souvent, bizarrement, ça marche bien mieux quand il y a une charte graphique qui est solide, qui est claire à utiliser. Et donc, c'est pour ça qu'on se permet parfois de proposer à nos prospects de faire une petite charte graphique light en amont d'attaquer la refonte du site. Parce que les quelques clients avec qui on s'est lancé, qui n'avaient pas de charte graphique et qui nous disaient en mode « Allez-y, impressionnez-nous ». Combien de fois ça s'est bien passé, Valentine ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Les trucs en mode « Ouais, impressionnez-nous, on vous dit pas ce qu'on veut ». Même il y en a, ils ont dit ça. Hein. Il y en a, ils nous disaient « Non, on préfère pas vous dire ce qu'on veut, impressionnez-nous ». Bien sûr, on proposait un truc nickel chrome pour nous. Ils nous disaient « Ah non, moi je voulais pas ça en fait, je voulais un truc avec des petits poissons et tout ». Ouais, mais il fallait nous le dire. Donc du coup, c'est important, je pense, de travailler la charte graphique. Les déclinaisons graphiques, après on en a parlé, que ce soit des illustrations, des photos, des vidéos, du motion design, que sais-je. Et ça vient vraiment enrichir parce qu'on a beau des fois faire le meilleur web design du monde.
si le contenu à l'intérieur, il est pas quali, bah, ça fait pas on peut faire une super interface, mais si la page équipe, c'est des photos selfies prises par chacun des membres de notre équipe, ou des trucs sur Shutterstock, quoi, ça va pas aider. Oui, c'est ça. Après, les images, les banques d'images, libres de droit, etc. Souvent, nous, on a un petit pincement au cœur au design. On se dit, mais les visuels, ça va pas. Ou, non. Et des fois, il y en a, ils ont des belles valeurs. C'est à fond sur l'humain, le machin comme ça, et on va retrouver des trucs de Adobe ou de Photostock ou de je sais pas quoi sur leur site, et du coup ça fait tout sauf humain, alors que les gens derrière, ils ont une belle expertise, machin, et donc pour valoriser cette expertise, pour valoriser les humains qui sont dans vos entreprises, bah, rien de mieux qu'organiser un beau shooting photo qui les met vraiment en valeur. Puis en plus, les gens le réutiliseront sur LinkedIn après, derrière tout ça, donc c'est faire d'une pierre beaucoup de coups. C'est vraiment un investissement qui est après décliné sur tous les supports de communication, donc ça vaut le coup et ça renforce qui vous êtes, en fait, ça renforce l'identité de marque et ça vous rend vraiment identifiable, différenciant, ça crée de l'engagement, donc c'est tout bénef, quoi. Ouais, et puis sur les posts LinkedIn, ça marche vachement mieux quand c'est des vraies photos. Alors, vous mettez l'exemple d'une refonte d'identité. Donc, c'est des budgets en gros à partir de 5 000 € pour faire le logo, les déclinaisons, la palette de couleurs, les typographies, d'avoir un univers visuel déclinable avec carte de visite, papier en tête et bien entendu le document PDF de charte graphique que vous pourrez réutiliser avec tous vos prestataires avec qui vous voulez faire des déclinaisons. Donc là, on vous a vraiment détaillé beaucoup ce que c'est qu'une charte graphique et qu'est-ce qui compose une charte graphique. Il y a une question de Jean-Marc qui est aidez-vous certains clients à construire l'amont, donc tout ce qui est vision, valeur, positionnement. Donc oui, tout à fait, avec des ateliers de design thinking. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les ateliers de co-construction. Donc on réunit en fait, en général, ça va être les dirigeants de l'entreprise ou les responsables communication qu'on réunit dans le cadre d'ateliers pour les aligner en fait parce que chacun a sa vision de l'entreprise, des valeurs, etc. C'est vraiment ce qu'on a fait, voilà. Donc on vous présente l'atelier positionnement et en fait ça permet de déjà vous réunir dans un cadre qui est hors votre quotidien dans votre entreprise. Donc déjà ça jalonne quelque chose dans le temps, ça permet d'acter les choses aussi, de se réunir hors cadre entreprise. Ensuite, on vous fait brainstormer. On a aussi tout un process en fait pour faire émerger les bonnes idées et ensuite on formalise ça dans ce qu'on appelle la plateforme de marque. Donc voilà, c'est tout à fait quelque chose qu'on propose et qu'on a envie de proposer de plus en plus. Valentine, elle est au taquet. À nous solliciter pour ce type de prestation parce qu'on est vraiment au taquet. Et surtout, ça fonctionne super bien et les clients sont toujours ultra ravis, quoi. Ça marche vraiment bien. Et c'est énormément. Juste pour revenir rapidos, donc pour montrer après quelques exemples de logotypes qu'on peut avoir. Après, il peut y avoir des logotypes aussi ça va être intéressant quand on est sur, par exemple, un groupe. Quand on a un groupe, par exemple AET Group, après, on va devoir décliner tout ça. On a fait le groupe Terre Million aussi il n'y a pas longtemps. Et au final, il y a des structures, il y a différentes structures. Par exemple, ils avaient 9 structures en tout. Du coup, ça vaut le coup après quand on a cette base, de pouvoir voir comment la décliner pour les autres entités du groupe afin d'avoir vraiment une cohérence globale, quoi. Oui, en fait, il y a plein de contextes dans lesquels on peut revoir son identité visuelle ou son identité de marque. Et donc là, le cas d'AET, c'était des rachats en fait de plusieurs sociétés. Et donc, chacun avait leur propre identité. Et l'objectif pour nous, c'était de faire un logo groupe avec des déclinaisons de logos pour chaque entité, puisqu'elles avaient besoin de vivre aussi de façon autonome, on va dire. Et donc, on a travaillé avec eux toute cette nouvelle stratégie d'identité, pour le coup, uniquement une stratégie d'identité visuelle. Il y a d'autres projets comme Billy & Co où on était vraiment sur de la création. Comme Albarès aussi, il y a le naming, il y a tout, quoi. Voilà, donc on n'en a pas parlé encore des ateliers naming, mais comme Pilotine où Julien il a brainstormé avec Alix, nous on accompagne aussi au design nos clients pour les aider à construire une identité avec un nom
quand ils ne l'ont pas encore. C'est génial d'avoir ce type de projet parce qu'on peut construire quelque chose de super cohérent et pertinent de bout en bout. Ouais. De bout en bout. Donc, on a accompagné Audrey Guerra pour Big & Co et puis aussi l'entreprise Albarest qui, là, surfe vraiment sur l'univers des montagnes. Donc, vous pourrez regarder nos études de cas et voir un petit peu en détail le travail, la démarche qu'on a eue autour de ces projets-là. Ouais, si vous voulez en savoir plus. Et donc, sur les ateliers collaboratifs, ça, je reviendrai après dessus. Donc, ça fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, avec l'expérience, qu'entre le truc du client qui vous dit impressionnez-moi et faites votre travail, je veux pas en entendre parler et ça va être un site magnifique, et les clients qui s'impliquaient un peu plus dans leur projet via de la co-construction, bizarrement, le résultat était 100 fois plus au rendez-vous, la satisfaction était 100 fois plus là quand on avait vraiment un travail collaboratif. Donc, la petite morale de l'histoire, si jamais vous voulez passer par nous, pas de souci, on sera en co-construction, ça marchera très bien. Mais si vous voulez le faire de votre côté, ça vaut le coup d'impliquer un maximum de personnes. Alors, quand je dis un maximum, en général, il ne faut pas dépasser 7, parce qu'après, ça devient le foutoir. Ouais. Mais d'être dans des réunions avec, on va dire, entre 4 et jusqu'à 7 personnes, où on a la direction de l'entreprise, quelqu'un du marketing, quelqu'un de la production, quelqu'un du commerce, quelqu'un potentiellement hors sujet, mais qui va donner, enfin hors sujet, voilà. Par exemple, qui peut avoir une vision différente. C'est ça, quelqu'un à la rigueur qui n'est pas du tout marketing, ça ne l'intéresse pas, mais par contre, il connaît bien le métier et tout ça, et du coup, ça vaut le coup d'avoir toutes ces typologies de personnes-là, parce que ça va être vraiment de parler de qui on est dans cette boîte, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc, il faut impliquer un maximum de personnes. Ça peut être pas mal. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on a retenu de ce qui fonctionnait bien. Et quand vous travaillez avec un prestataire externe, de faire donc comme nous, par exemple, de faire ce genre d'atelier permet de créer un vrai climat de confiance et permet bizarrement d'être sur une vraie même longueur d'onde après. Et en fait, le projet se passe mais tellement mieux et tout le monde se comprend mieux et tout ça. Donc, ça vaut le coup de passer un peu du temps avec vos prestataires pour qu'ils puissent encore mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Ça, je pense que c'est pas mal. Donc, en déclinaison de tout ça, ça peut permettre de travailler aussi votre marque employeur, ça permet de travailler la cohésion d'équipe et la partie RSE. Parce qu'effectivement, si vous faites intervenir quelqu'un de la production qui n'a rien à voir avec le marketing ou la com, et ben du coup, lui, il va être content parce qu'il va participer un petit peu à cette construction de l'entreprise. Donc c'est hyper valorisant, quoi. Un exemple très concret, justement, pour le travail de naming avec Audrey Guerra, elle avait impliqué vraiment les membres de son équipe à collaborer, donc qui n'avaient absolument aucune mission relative à la communication et marketing. Oui, c'était des gens plutôt cuisiniers. Voilà, et l'exercice a été vraiment apprécié aussi bien du côté d'Audrey que de son équipe parce que ça leur a permis même de créer du lien avec son équipe, de voir comment sa marque est perçue par son équipe. Surtout qu'elle était un peu en lancement, donc c'était intéressant de créer cette cohésion dès le début, quoi. Exactement, et du coup, vraiment, les retours étaient ultra positifs et pour nous aussi, c'était bien parce que ça nous permet aussi de comprendre l'entreprise et il n'y a rien de mieux, en fait, pour pouvoir après la traduire visuellement que de savoir vraiment qui vous êtes, voilà, c'est ça, et rencontrer l'humain derrière, l'équipe et tout ça. Donc, voilà. Parfait. Donc, du coup, on a fait des ateliers dont vous pouvez vous inspirer, qui sont les ateliers persona. On va vraiment définir la cible à qui on s'adresse. En général, à la fin de ces ateliers qui durent une demi-journée, on a 3 à 5 personas créés. Ouais. Et là, c'est vraiment bien. Donc, nous, on a nos personas. Par exemple, on en a 2 principaux. Le premier, c'est elle a besoin de cadrer. Et c'est une personne qui est responsable marketing, qui a vraiment besoin de tout cadrer, qui veut refaire l'identité de son entreprise, refaire le site internet, refaire ses réseaux sociaux, que sais-je. Et elle a besoin d'être guidée, elle a besoin d'énormément de conseils. Donc, on sait qu'à travers ce persona, il va falloir déployer toute notre brique conseil. Elle aura besoin de tous nos ateliers, machin. Elle voudra être rassurée à fond. On a un deuxième persona, nous, qui est James quand ça pulse. C'est quelqu'un qui aime quand ça pulse. Et James quand ça pulse, plutôt dirigeant d'une PME ou d'une start-up qui commence à avoir pignon sur rue. Et lui, il veut que ça aille vite, machin, que ça dépote. Mais il est prêt à quand même passer du temps en amont pour bien qu'on comprenne tout l'univers de son entreprise. Mais après, bam, il faut que ça déroule. Et donc, du coup, on sait aussi comment adapter notre méthodologie à ces personas-là. Donc, c'est très important de travailler sur ces personas. On a ensuite l'atelier positionnement dont tu as parlé juste après. Ouais. On sait à qui on s'adresse. Maintenant, voilà.
notre raison d'être, machin, Voilà, tout ça, les puis valeurs. le fameux cercle d'or de Simon Sinek. Le On cercle l'explique d'or. un petit peu dans le détail dans un autre webinaire qu'on a fait avec Estelle. Yes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube nos webinaires passés. C'était un webinaire sur l'identité visuelle, je crois. Ouais. On a l'atelier naming aussi. Donc, celui-là, on a mis attention, warning, il faut d'abord connaître son positionnement. Parce que si on n'a pas le positionnement, ça va être compliqué. Mais donc, du coup, l'atelier naming va permettre de définir le futur nom, soit de l'entreprise, soit d'une nouvelle marque, soit d'un nouveau produit. Ça peut être appliqué sur pas mal de choses. Après, il peut y avoir on a fait aussi, pas des tests utilisateurs, mais des focus group. Ouais. Des focus group. Et ça, c'est très intéressant. C'est peut-être des fois, vous ne savez pas exactement ce qu'il faut mettre en place, tout ça. Et ben, c'est d'interviewer plutôt vos prospects, vos fournisseurs, vos clients et d'essayer de leur tirer, là, cette fois-ci, les verres du nez. Donc, on fait les mêmes types d'ateliers, mais avec des personnes externes à l'entreprise. Et après, on fait tout le récapitulatif à notre client et ça lui permet d'avoir encore plus de grains à moudre pour travailler son projet. Donc, l'atelier naming pour trouver le nom de sa marque. Bah voilà, je pense qu'on est pas mal. On a mis quelques bibliographies si c'est des éléments qui vous intéressent sur le brief créa, le livre pour réussir votre logo. On a mise en page et éloge de l'ombre. Donc voilà, plein de bibliographies complémentaires que vous pouvez utiliser. Et du coup, on va passer aux questions-réponses. Et avant, j'aimerais vous présenter ça. Alors là, je vous fais un petit retour d'expérience sur les lead magnets. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'identité, tout ça. Et on travaille aussi notre identité chez Pilotine sur nos lead magnets. C'est-à-dire qu'on a le souhait d'accompagner les gens, de pouvoir les aider pour aller chercher de la performance et vraiment d'être en collaboration avec eux. Donc, moi, j'aime bien faire des petits retours comme ça. Il faut savoir que ces lead magnets, c'est-à-dire comment récolter des leads. On en a fait, par exemple, pour la création de sites Internet et aussi pour la partie identité visuelle. Donc, si ça intéresse certains, je vous mets le lien directement dans le chat. Vous pouvez tester. Et en fait, ça, c'est intéressant. Ça a été fait avec l'outil Typeform. Et vous pouvez, en fait, avec Typeform, faire des formulaires que les gens vont pouvoir remplir et vous pouvez faire des petits calculs. Par exemple, là, ça vous permettrait de calculer le budget de votre projet d'identité visuelle. Vous allez répondre à quelques questions. J'ai besoin d'un nom, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, des cartes de visite, je sais pas quoi. Et à la fin, ça vous sort un budget. Et bien, cette pratique-là de proposer à vos utilisateurs de leur faire gagner du temps pour avoir une information qui les intéresse. Par exemple, je veux faire une refonte de mon logo, combien ça coûte? Plutôt que de vous contacter tout ça, vous pouvez mettre à disposition des petits outils de ce genre-là. Et comme vous allez le voir, ce Typeform, il a été fait en collaboration en tout cas avec l'équipe design qui a appliqué notre charte graphique dessus pour qu'on ait une vraie continuité de l'expérience Pilotine, en tout cas du branding Pilotine. Et ça, je pense que c'est des choses assez importantes quand on fait ce genre de choses. Donc voilà, donc si vous voulez, vous pouvez tester. Allez, on va passer aux questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Alors, on a une question de Blandine. Blandine, dans quelle situation de micro-entreprise pensez-vous qu'une charte graphique complète soit obligatoire? Valentine, à ton avis, à quelle étape de boîte on en a besoin? Bonne question. Bonne question. Dans tous les cas, c'est toujours bien, parce que toi, tu disais au départ, c'est bien au début de se débrouiller. Parce que moi, je suis un peu fonceur et je me dis, allez, on s'en fout, ça va marcher et tout ça. Mais il y en a certains qui aiment que les choses un peu plus carrées avant de se lancer. Voilà. Donc, typiquement, moi, par exemple, j'aurais tendance à dire, même si vous faites votre logo vous-même au départ, c'est toujours bien d'avoir un début de charte graphique avec… En fait, dès que vous commencez à communiquer, c'est important d'avoir une charte graphique parce que vous allez vouloir publier sur les réseaux sociaux, vous allez partir dans des couleurs qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez mis sur votre site internet, ou vous n'allez pas utiliser la même typo. Enfin, nous, souvent, on va se retrouver avec plein d'incohérences comme ça. Donc, j'ai envie de dire, dès que vous commencez à communiquer, normalement, il faut avoir une charte graphique pour assurer de la cohérence, en fait, sur tous vos supports de communication. Ouais, mais alors du coup, si on veut donner un peu du grain à moudre à Blandine, quand tu es en micro-entreprise, en gros, tu es solopreneur, tu n'as pas un budget incroyable, à ton avis, quelle serait, par exemple, quelle est la plus grosse valeur ajoutée qu'on pourrait apporter et là où on peut ne pas intervenir histoire que le budget soit le plus rentabilisé?
Franchement, Toi, tu dirais la totale, quoi? moi, je dirais, pour moi, la charte, c'est vraiment essentiel pour avoir de la cohérence, quoi. Parce que si, Par exemple, on fait des charts light. oui, On on y fait passe un peu moins de oui, temps, c'est quoi. ça. Alors après, une charte graphique, Pas besoin de tout effectivement, décliner elle peut après. être plus ou moins complète. Donc le minimum qu'on peut avoir dans une charte graphique, c'est vraiment le logotype, les codes couleurs qui doivent être pensés aussi bien pour le print et le web, parce que souvent on arrive avec, nous on a souvent des clients qui ont une charte print et qui n'est pas du tout adaptée pour le digital. On va avoir aussi tout ce qui est typographie qui est essentiel. Donc là, c'est vraiment les 3 éléments, j'ai envie de dire, minimaux à avoir dans sa charte. Voilà. Ok. Eh ben, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Jean-Marc dit, aidez-vous certains clients à construire l'amont, vision, tout ça. Donc, tu en avais parlé tout à l'heure, lorsque ce travail n'a pas été fait avant votre intervention. Alors, peut-être ce qui pourrait être intéressant là-dedans, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe, comment on peut rattraper le coup plutôt quand un client vient nous voir et dit voilà, moi j'ai un flyer, un machin. Comment tu t'en es sorti toi à chaque fois pour au final revenir à quelque chose de carré quand ça partait un petit peu en cacahuète, quoi? Les ateliers de co-conception, ça permet vraiment de faire un petit état des lieux, de savoir qu'est-ce que vous avez produit jusqu'ici, qu'est-ce qui est pénalisant aujourd'hui quand vous exploitez votre univers visuel, etc. Est-ce que des fois on tombe sur des petites pépites? Des fois on s'est dit, tu sais, le client il nous donne un document, on se dit putain, mais celui-là en fait il est ultra intéressant et on aurait pu l'exploiter plus tôt. C'est déjà arrivé ça ou pas? En creusant du coup dans leur contenu, tu vois. Peut-être on va trouver une belle présentation en PowerPoint qui nous donne plus d'indices qu'au final leur site actuel, des choses comme ça. En vrai, en général, on creuse suffisamment pour avoir les éléments. Donc le fait de creuser en amont quand ils ne nous donnent pas une charte graphique nickel chrome, ça permet quand même d'avoir des éléments. Mais c'est là où souvent, en fait, c'est que des fois, on fait le projet et finalement ça se passe bien. Par contre, quand on fait le projet et que finalement le client il dit ah non mais c'est pas exactement ça que je voulais, c'est là où on repart sur plutôt dire c'est peut-être qu'il manque la base, quoi. Oui, c'est ça. La sève qui est vraiment dans la plateforme de marque, on va dire. Surtout quand il y a des clients un peu plus compliqués que d'autres. Là, il y a besoin qu'il y ait la sève. C'est vrai que parfois, c'est difficile de construire une identité visuelle si on n'a pas les valeurs clairement identifiées de l'entreprise, si on n'a pas toute la partie un peu storytelling et tout ça. C'est toujours des éléments qui sont hyper utiles en fait pour produire quelque chose de vraiment en phase en fait avec ce qu'est la structure, etc. Donc, pour nous, c'est vraiment du pain béni d'avoir ces éléments-là au design pour, je pense, quelqu'un qui travaille sur la communication de l'entreprise aussi. Voilà, c'est vraiment pour moi, la plateforme de marque, c'est vraiment step one, parce que aussi bien vous pour prendre vos décisions stratégiques que pour recruter vos ressources humaines, on en a parlé tout à l'heure, mais en fait, il y a beaucoup de choses en fait qui reposent sur ce document qui est souvent n'est pas formalisé en fait. Ça existe, chacun a sa propre interprétation des choses, mais le fait de ne pas avoir ce document officiel fait qu'il peut y avoir ça part en cacahuète au bout. Voilà, des choses, chacun interprète à sa manière, et le fait de le formaliser, de le présenter aussi à vos équipes pour les faire adhérer, et ça fait qu'on garde vraiment de la cohérence. Et voilà. Yes. Il y avait une question intéressante de Leïla. C'est intéressant. Est-ce que c'est intéressant pour une entreprise e-commerce de créer un livret d'accueil? Alors, pour le livret d'accueil, je pense que c'est hyper intéressant dès que vous avez au moins un nouveau collaborateur à onboarder. Parce que le but du jeu, c'est de donner à ces nouveaux collaborateurs suffisamment de billes pour qu'ils puissent après bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise, qu'ils puissent mieux travailler avec les autres, qu'ils aient accès à des process, que sais-je. Mais donc, du coup, ça vaut le coup quand vous n'êtes pas seul. Si vous êtes seul, à la rigueur, vous avez tout dans votre tête, donc ça ne sert à rien de formaliser un livret d'accueil. Par contre, quand vous commencez à avoir une équipe, c'est pas mal. Moi, j'interviens dans beaucoup de réseaux comme le Réseau Entreprendre ou avec le MEDEF, avec une initiative qui s'appelle Active Entreprendre, des choses comme ça. Et du coup, je fais du mentorat pour des personnes qui montent leur entreprise, qui montent leur start-up. Et souvent, on les challenge sur « Ah ouais, vous allez recruter 2-3 personnes, mais qu'est-ce que vous allez leur expliquer quand ils vont arriver ?»
Et c'est à ce moment-là que on leur montre justement ce livret d'accueil et qu'ils le mettent en place aussi. Mais toutes les boîtes qui veulent se développer, qui veulent structurer leur équipe, c'est là que le livret d'accueil est intéressant. Mais nous, on a été capable de faire un bon livret d'accueil le jour où on a été conscient de qui on était, comment on fonctionnait, de voilà, quelle était la marque Pilotine et tout ce qu'on voulait véhiculer. Là, c'était beaucoup plus simple de faire un livret d'accueil. Parce que j'en avais fait un à l'époque, mais il était tout pourri. Et puis là, on a pu en faire un qui a vraiment une bonne tête, quoi. Oui, d'ailleurs, on a fait notre atelier co-construction sur l'identité Pilotine et le livret d'accueil a beaucoup évolué depuis cette étape-là, puisqu'on a formalisé plein de choses en interne, en fait. Carrément. Trop bien. Il est l'heure. Ah, Amy demande comment s'appelle le document avec le dos. Qu'est-ce que le document avec le dos? Le DO/. Plateforme de marque. Ok. Eh bien, très bien. Là, si c'est la plateforme de marque, c'est tout. Là aussi, vous bossez avec des conseils en propriété industrielle pour déposer des marques à l'INPI à l'international. Je me doute de qui pose cette question. C'est Thibaut qui bosse justement sur la propriété industrielle. Bravo Thibaut. Et très bonne question. Et non, on n'est pas en partenariat avec une entreprise industrielle, enfin une entreprise qui fait de la propriété industrielle ou des choses comme ça. Comment ils se sont débrouillés, nos clients, quand on proposait les noms de marques? Après, eux, ils voyaient avec leur service juridique, non, c'est ça? Alors, effectivement, il y a le site de l'INPI qui permet de voir si on peut se positionner sur tel ou tel nom de marque, etc. Ouais. Et en fait, on laisse quand même… nous, notre travail, il est vraiment sur la partie, on va dire, créative, sur la partie stratégie du nom, etc. On va vérifier si les noms sont disponibles et on laisse la responsabilité de nos clients de venir se renseigner sur… déposer leur nom de marque de façon autonome, etc., parce que c'est aussi quelque chose qu'ils doivent… ils doivent prendre ses responsabilités, on va dire, leurs responsabilités à ce niveau-là. Donc, on les laisse en général aussi, ils ont aussi des personnes en interne au niveau du juridique, en fait, pour les accompagner sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Souvent, ils avaient déjà un accompagnement. Mais si vous souhaitez un accompagnement, du coup, il y a Thibaut Bouvier de Input IP qui peut vous aider et je vous mets le lien vers son LinkedIn. Comme ça, vous pouvez le contacter. Thibaut, c'est un champion et il pourra vous aider là-dessus. Mais si certains clients demandent, effectivement, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui a plutôt cette casquette juridique et qui va vérifier auprès de l'INPI. Et que moi, pour les marques que j'ai déposées en direct, j'allais vérifier sur l'INPI si elles étaient disponibles ou pas. Ouais. Mais ça vaut le coup de se faire accompagner si on veut prendre le moindre risque. Bonne question. Ça sera la dernière de Charles. Quelle est la société la plus inspirante pour vous dans votre travail? Est-ce qu'il y a vraiment une société, en dehors de Pilotine et de nous-mêmes, Valentine, est-ce qu'il y a une boîte qui fait un peu… qui fait foi quoi, dans le truc et qui fait ça nickel chrome? Ou est-ce que… ou comment… Après, on n'avait pas une slide sur les sources d'inspiration? On l'a viré, je crois. On avait une slide à la base sur les sources d'inspiration, mais où est-ce que tu trouves tes sources d'inspiration plutôt? Ouais, mais oui, tu as raison. Pour trouver, ça dépend, il y a plein de choses. Mais vous regardez sur Awards en général, oui, sur Dribbble. Donc là, sur Awards, c'est vraiment des références de sites internet qui, on va dire, sortent du lot sur le plan créatif. Donc là, c'est vraiment, on ne parle pas d'identité, mais on parle de web design. Là, on est vraiment sur le web design, ouais. Sur Awards, il y a des si on parle des agences qui nous inspirent, bien sûr, nous, il y a des agences, on a envie, moi, je parle vraiment pour ma paroisse en termes de design, on a envie d'aller parfois plus loin sur des choses plus créatives et des choses comme ça. Il y a des agences qui sont assez inspirantes. Il y a Locomotive Voilà, par exemple, Locomotive, c'est une agence qui fait vraiment des sites très expérientiels, qui va vraiment casser les codes en fait en termes d'expérience utilisateur. Mais c'est des sites. On est vraiment sur la partie web design. Qui sont vraiment très poussés en termes de design, mais qui ne correspondent pas forcément aux besoins que nos clients vont avoir. Estelle parle de Behance pour la partie branding.
Sur la partie branding, donc effectivement, pour nous inspirer, pour nos clients, enfin, on va aller regarder leurs concurrents, parce que c'est toujours intéressant de savoir leurs concurrents. En fait, on s'inspire plus des concurrents de nos clients que de vraiment… On regarde les concurrents justement pour ne pas être comme eux, déjà, pour vraiment vous différencier. Et ensuite, Behance, c'est vraiment un outil dans lequel il y a pas mal de créatifs qui vont partager leur travail, notamment tout ce qui est logotype, charte graphique. On a même tout ce qui est création d'iconographie, d'illustration. Ça regroupe plein d'éléments de communication visuelle. Et ça peut beaucoup nous inspirer sur certains projets, mais voilà, on parle vraiment du visuel, on parle pas de plateforme de marque avec Après, ce qui est intéressant, c'est quand on tombe sur des plateformes de marque qui sont publiques, de grosses boîtes, ou des fois, on a des prospects qui nous envoient leur plateforme de marque et on se dit, waouh, en fait, c'est trop bien. Fait. Il y a pas mal de plateformes de marque qui sont publiques. Il y a celle des Jeux Olympiques d'ailleurs, c'est bien ça. Disponible, que vous pouvez consulter, qui est assez bien faite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Faire évoluer la marque olympique, c'était ça, là? Ouais, c'est assez bien fait, c'est très fourni. En plus, on a fait les JO il n'y a pas longtemps, donc voilà, il y a la charte, il y a la plateforme qui délivre vraiment les messages que doivent être les brand guidelines. Je vous le mets dans le chat. Ouais, souvent en fait, on va plutôt s'inspirer de ça, quoi. Ouais, on va plutôt s'inspirer de ces éléments-là sur lesquels on tombe par hasard. Nous, pour Pilotine, j'ai envie de dire, on a construit, on va dire, au fil de l'eau, la marque sans vraiment, Parce que là, c'est un budget à 200 000 balles, le brand guideline des JO. C'est un gros truc, là. C'est un beau dossier. C'est un beau dossier. J'espère que dans 4 ans, ça sera nous. Pour Los Angeles, si les gens du marketing de Los Angeles sont là, on est disponible, bien entendu. Mais je crois qu'ils ont déjà bossé dessus. Ils ont été forts. Ils ont été très forts. Au taquet, on a déjà vu des choses sortir sur l'identité de LA. Ouais. Ok, un grand merci Valentine pour tous ces éléments. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre dans le chat ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à tester le petit formulaire que je vous ai mis. N'hésitez pas à tester aussi Typeform si vous voulez créer vos propres lignes magnettes. Et on est bien entendu à votre disposition si vous avez la moindre question. Vous pouvez ajouter Valentine, c'est Valentine Carr directement sur LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter aussi sur LinkedIn et on se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions si vous en avez d'autres. Si vous regardez en replay, vous pouvez poser les questions en commentaire et on se fera un plaisir aussi d'y répondre. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour vos commentaires et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.